Chers collègues, bonjour et bienvenue sur ce programme d'enseignement du CCAFU qui est aujourd'hui un atelier pratique dédié au cancer de la vessie qui n'infiltre pas le muscle, et on va tout particulièrement parler des instillations intravésicales qui est une problématique quotidienne des urologues dans la pratique, puisque la très grande majorité des tumeurs de la vessie qui sont soignées et traitées en France sont des tumeurs de la vessie qui n'infiltrent pas le muscle. Elles sont toutes bien sûr réséquées, et en fonction des résultats anatomopathologiques, on va réaliser des instillations. Ces instillations posent un problème d'organisation, posent un problème de gestion des indications, de la pérennité des instillations par la gestion aussi des effets secondaires potentiels qui peuvent survenir. Tous ces sujets vont être abordés aujourd'hui d'un point de vue théorique et pratique en présence des interlocuteurs que j'ai rassemblés autour de moi sur le plateau. Au premier rang desquels, Madame Emmanuelle Blanc, qui est infirmière diplômée d'État à l'hôpital Foch de Suresnes, est accompagnée de son collègue Yann Neusillet, qui est urologue, maître de conférence des universités à l'hôpital Foch à Suresnes, le professeur Stéphane Larrey, qui est à ma gauche, chef de service à Reims, et viendra en fin d'émission le professeur Arnaud Méjean, qui est responsable du CCAFU, pour nous faire les take-home messages de cette session d'enseignement. Alors, pour le vif du sujet, voici le sommaire de l'émission tel que nous l'avons retenu. Tout d'abord, nous allons discuter avec Stéphane Larrey des indications, des schémas d'instillation et des contre-indications absolues et du BCG. Ensuite, nous parlerons avec Yann Neusillet de la gestion des effets secondaires et des aspects techniques à proprement parler. Et puis, dans une dernière partie, nous entrerons dans le vif du sujet autour d'un mannequin sur un autre plateau, de façon à vous montrer la réalisation pratique de ces installations et de façon à pouvoir surmonter tous les aspects techniques et les petites complications dans la gestion au quotidien de ces installations. Donc tout de suite, je passe la parole à Stéphane Larrey qui va nous parler à proprement parler des indications et des schémas qui évoluent un petit peu, Stéphane. Oui, merci Morgane. Donc nous allons aborder le début du traitement par BCG, à savoir pourquoi on le fait, comment on le fait, et comment le faire mieux sans avoir de problèmes particuliers ou aigus. Alors, pour bien comprendre le BCG, son mode d'action, il faut comprendre qu'il agit un peu comme un vaccin, même si ça n'en est pas un, qui va avoir donc un effet sur l'immunité. Il va agir de trois façons. Tout d'abord, une fois que le BCG est introduit dans la vessie, le BCG va se déposer sur l'urothélium et va envahir ces cellules-là. Il va donc créer une forme de cystite. Et cette infiltration par le BCG va entraîner le réveil des cellules de l'immunité qui font la veille immunologique, que sont les lymphocytes CD4, que sont les granulocytes et les cellules dendritiques. Ces cellules-là, à leur tour, vont recruter les cellules effectrices de la réponse immunitaire, c'est-à-dire des cellules qui vont agir sur les cellules infectées par le BCG et le BCG lui-même. Ce sont les lymphocytes CD8 et en particulier les natural killers et les macrophages. Ces cellules-là, une fois qu'elles agissent, vont entraîner une lyse cellulaire, une lyse du BCG, et donc, d'une part, une action cytotoxique au niveau de l'urothélium, et d'autre part, une réponse immunoallergique qui va expliquer l'ensemble des symptômes les plus fréquents, que sont la cystite, globalement, et parfois un syndrome grippal. Cette réponse immunitaire, elle n'est pas pérenne dans le temps, elle va augmenter lors du début du traitement, tant qu'on fait le traitement, puis va rediminuer, mais sur une période de 3 à 6 mois. Il est donc intéressant de réactiver cette immunité au bout de 3 à 6 mois pour maintenir un effet du traitement sur le long terme. Par rapport à la résection transurétrale seule, qui est le traitement de première intention dans les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, les instillations de BCG après cette résection permettent de réduire le risque de récidive et de progression, ce dernier étant diminué de 30%. Si on compare le BCG à l'autre traitement qui existe dans le traitement de ces formes de tumeurs vésicales, la mitomycine qui est la plus utilisée en France, eh bien le BCG va être plus efficace sur la récidive et sur la progression, à la condition très importante qu'il soit réalisé avec un entretien, c'est-à-dire que l'immunité soit restimulée de façon périodique, en général tous les 6 mois. Ce traitement d'entretien, on va le voir, s'étale de 1 à 3 ans. Pour que ce traitement soit efficace, il est donc très important que les effets secondaires du traitement n'empêchent pas la réalisation des installations de BCG.
Alors globalement, l'indication du BCG, elle regroupe dans les tumeurs de vessie non infiltrant les muscles quasiment l'ensemble de ces tumeurs-là, à part les plus petites et les moins agressives. Et c'est le traitement de première intention dans les tumeurs à haut risque, celles qui sont de haut grade ou qui sont de stade T1. C'est également le cas pour les carcinomes in situ et pour des tumeurs qui ne seraient dans aucune de ces situations, mais volumineuses, multifocales, récidivantes. Dans ces cas-là, le BCG doit être administré de façon idéale pendant 3 ans. Dans les autres formes, on a le choix entre 2 molécules, la mitomycine et le BCG. Et là encore, le BCG, pour vraiment exprimer toute sa performance, doit être administré pendant 1 an. Il y a des effets secondaires possibles du BCG, certaines sont graves, mais il y a un respect des contre-indications qui permet vraiment d'en minimiser l'incidence. Il y a 2 types de contre-indications. Les contre-indications formelles, dans les cas où il faut impérativement éviter toute instillation, et les contre-indications relatives, dans lesquelles les instillations sont possibles avec quelques mesures de précaution. Les contre-indications formelles sont globalement liées à toute effraction de la muqueuse urothéliale. Lorsque le BCG va rentrer dans le sang et donc dans la circulation, les effets secondaires majeurs surviennent de façon très fréquente. Il faut donc absolument éviter d'instiller le BCG en cas d'hématurie macroscopique d'origine vésicale, en cas de muqueuse vésicale non cicatrisée après une résection de vessie, et il faut attendre au moins 2 à 3 semaines avant de faire l'instillation. Il y a enfin les infections urinaires symptomatiques, et c'est important car les asymptomatiques finalement n'ont pas de traduction clinique et n'ont pas de rupture de la muqueuse. Ce sont de simples colonisations dans lesquelles le BCG est possible. Et il y a enfin les cystites radiques qui sont des complications de la radiothérapie où on va souvent observer des hémorragies d'origine vésicale. Et là encore, il faut éviter à tout prix d'instiller le BCG. Stéphane, un point qui est important, quand on regarde les contre-indications formelles et les collègues doivent se tenir à ces contre-indications formelles, on voit en parallèle les relatifs que tu as mis et que tu as listés sur l'écran. On voit ici cystite radique et puis de l'autre côté on voit antécédent radiothérapie de l'aire vésicale. Donc ça prête un petit peu à confusion et on a parfois ces débats au cours de nos congrès, au cours de discussions qu'on peut avoir. Cet antécédent de radiothérapie de l'aire vésicale, en fait c'est une vieille contre-indication, j'ai envie de dire. On la garde par précaution parce qu'on n'a pas de nouvelles études qui nous a montré que c'était absolument proscrit. Mais c'est un peu ce que tu as dit pour l'infection, la colonisation et l'infection symptomatique. On a l'impression qu'un antécédent d'irradiation, c'est pas une contre-indication stricto sensu et que dans les RCP, au cas par cas, on peut quand même être amené à prescrire, sauf effectivement si le patient est symptomatique. C'est ce que tu mets. Donc c'est pour ça que la contre-indication formelle a tendance à gommer la contre-indication relative. Oui, je pense que dans ce cas-là, c'est la contre-indication classique qu'on va retrouver dans le Vidal, par exemple, c'est contre-indication d'antécédent de radiothérapie de l'aire vésicale. Mais il y a des BCG thérapies qui ont été réalisées chez des patients qui ont eu des irradiations, patients qui par ailleurs n'ont pas eu de complications de ces irradiations en général, pas de cystite radique, pour lesquels le BCG s'est passé tout à fait normalement. Et donc, sur la base de ces études, qui restent des petites études, on voit qu'il y a une place pour mettre du BCG, et donc il faut mettre en balance le risque potentiel de ne pas traiter versus de traiter. Et là, je crois que c'est du bon sens. S'il y a une hématurie, peut-être même microscopique importante, il vaut mieux s'en abstenir. S'il y a d'autres alternatives, et dans les autres cas, mettre en place des mesures de prévention qu'on va voir. Très bien, merci. Sur le plan des contre-indications relatives, on a également tout ce qui va toucher à l'immunité. Soit l'immunité est diminuée par le biais d'immunosuppresseurs ou de pathologies qui vont diminuer l'immunité. Et donc, on va globalement avoir un système de défense vers le BCG qui devrait être en théorie diminué avec un risque de dissémination plus importante. Ce risque est théorique et il y a de nombreux cas là aussi chez des patients transplantés ou immunosupprimés qui ont montré qu'on pouvait tout à fait faire le BCG, mais il faut toujours garder une prudence dans ces cas-là, en discuter en RCP et évaluer toujours le pour et le contre de l'utilisation de ces traitements. C'est également le cas quand il y a une immunité qui va être au contraire augmentée, par exemple en cas de tuberculose active. Là, l'immunité antituberculeuse est très importante et c'est contre-indiqué dans ces cas-là de faire du BCG. En revanche, si elle est ancienne, on peut le faire. Et enfin, s'il y a une affection autre, fébrile, concomitante, on va être en difficulté d'une part pour surveiller les effets secondaires du BCG et d'autre part, la réponse immunitaire générale est également activée dans ces cas-là et il est donc plus prudent de s'abstenir. Alors, avant de commencer le traitement par BCG,
il y a toujours un bilan, une prise en charge initiale dans laquelle on va vérifier ses contre-indications, l'interrogatoire. Et puis, sur le plan clinique, on va vérifier que le patient n'a pas de symptômes cliniques majeurs. Si, par exemple, il avait des troubles urinaires importants avec un résidu post-mictionnal important, il serait logique de faire en sorte d'améliorer la prise en charge de ces troubles urinaires pour limiter ce résidu, d'une part, et améliorer la symptomatologie en général qui risque d'être aggravée pendant le traitement. L'hématurie, on devra l'éliminer, et une infection urinaire symptomatique également. Sur le plan biologique, finalement, il n'y a pas vraiment d'examen qui est aujourd'hui obligatoire. Le CBU est optionnel, il est prudent de le faire, mais c'est surtout la clinique qui va nous guider. L'intradermoréaction, anciennement beaucoup utilisée, est réservée maintenant seulement dans les cas où on suspecte une tuberculose concomitante. Le niveau de réaction n'a finalement aucun intérêt dans la prise en charge du patient pour BCG thérapie. Numération formule, sérologie HIV, PSA sont d'autres examens qu'on peut proposer avant pour mieux guider la suite du traitement. Alors, le schéma d'administration à présent. Il y a eu beaucoup de schémas qui ont été utilisés, proposés, mais il y en a un qui est sorti vraiment, c'est celui de Donald Lamb, un des pères de la BCG thérapie, et qui est aujourd'hui recommandé. C'est l'utilisation de BCG thérapie sous la forme d'un traitement d'induction qui comprend des instillations hebdomadaires répétées pendant 6 semaines. Puis une période de 6 semaines sans traitement et de nouveau 3 instillations. Suite à cela, on va démarrer l'entretien qui va se faire à partir du 6e mois, puis tous les 6 mois à raison de 3 instillations maximum. Là encore, des adaptations sont souvent à faire en diminuant le nombre d'instillations, par exemple. Stéphane, un point, il y a souvent un schéma théorique, tu l'as dit, on le voit sur le papier, et puis dans la réalité de la pratique, je crois que le secret de la BCG thérapie, c'est de la capacité pour le patient, pour le médecin et l'équipe soignante de s'adapter en fait, parce qu'il y aura sûrement des surprises au cours du traitement, des petits effets secondaires, des réactions, et donc il vaut mieux adapter pour amener le plus loin possible le patient dans les instillations plutôt que de tout interrompre et d'être trop stricto sensu rigide par rapport au schéma initial. Juste un point pour les collègues, pendant longtemps en France, on a parlé de 6+3 et puis ensuite d'entretien. Et ce +3 était plutôt une consolidation. Je crois qu'on s'est réunis au CCAFU-VESI, on a veillé à s'aligner un petit peu, à homogénéiser les pratiques françaises avec celles européennes. Et donc aujourd'hui, cette induction, c'est bien cet ancien 6+3 qui se met un peu le doute dans l'esprit des urologues. Voilà, donc globalement, c'est pour faire la différence entre ce qui est l'entretien versus ce qui n'est pas l'entretien. Et donc ce traitement initial, comme on peut l'appeler, c'est 6 instillations, ça c'est le cœur du démarrage. Il y a 3 instillations 6 semaines plus tard qui sont une réactivation de l'immunité. Et puis enfin, ensuite, on est dans de l'entretien de façon régulière. Donc il y a des débats de sémantique, mais globalement, c'est comme ça qu'il faut le retenir. Un traitement booster de départ et des rappels derrière. Un des points très importants, tu viens de le rappeler, c'est l'optimisation de la BCG thérapie. Si on fait la BCG thérapie sans appliquer de modifications dans différents paramètres que l'on va voir, eh bien, le taux d'échec de poursuite du traitement est élevé, puisque les effets secondaires sont quand même assez fréquents. Alors tout le but est de les rendre finalement tolérables. Et pour cela, il y a d'une part la diminution de dose que l'on peut faire, mais sans descendre en dessous d'un tiers. En gros, une dose pleine par rapport à une dose d'un tiers est à peu près équivalente en efficacité, sauf pour les tumeurs multifocales où le tiers de dose est moins performant. Il ne faut pas descendre en dessous du tiers dose où on baisse vraiment d'efficacité. Dans l'optimisation, c'est bien sûr l'entretien. On en a déjà parlé largement. Il faut faire de l'entretien, sinon ça n'a pas de sens. Et puis, pour limiter les surdosages, en quelque sorte, eh bien, on va d'une part réduire les apports hydriques avant pour que la bonne dose soit administrée, qu'elle ne soit pas diluée, et surtout bien boire après l'instillation pour que le BCG ne reste pas dans la vessie plus que les 2 heures qui est la durée recommandée. Une fois que le BCG a été réalisé, il y a bien entendu des récidives qui sont possibles et des échecs du BCG. Là encore, c'est un sujet qui est toujours un peu difficile à interpréter. Il y a beaucoup de façons de parler des échecs du BCG et de façon simple, on va distinguer 2 cas. On va distinguer les récidives de tumeurs sous traitement, c'est-à-dire pendant la période d'entretien de 1 à 3 ans, et les récidives qui se font après que cet entretien ait été terminé. C'est 2 catégories très différentes. Dans la première, c'est ce qu'on appelle les tumeurs réfractaires au BCG. Et dans celle-ci, le BCG ne permettant pas d'empêcher la récidive, il n'est donc pas efficace et il faut s'orienter vers le traitement qui, dans ce cas-là, permettra de bloquer l'évolution de la maladie, qui est la cystectomie. Donc c'est le traitement qu'on recommande dans ces cas-là en première intention
Et en option, on a également le traitement conservateur par radiochimiothérapie. Dans les récidives qui se font à distance, il y a 2 catégories encore. Soit c'est une récidive de haut grade, c'est-à-dire globalement du même type qu'à l'origine, et on voit qu'on est dans une pathologie vésicale qui n'est pas éradiquée par le BCG, et dans ces cas-là encore, il est recommandé en première intention d'évoluer vers une ablation de la vessie. La réintroduction du BCG est possible, mais attention, dans ces cas-là, en cas de récidive et de progression, le pronostic est très mauvais. Si la récidive, en revanche, est de bas grade, on n'a plus une progression, mais une régression de la maladie, et dans ces cas-là, la réintroduction par BCG, le traitement conservateur, est tout à fait raisonnable. Alors globalement, quand on a une réponse initiale, on s'attend à peu près 50% de réponse au BCG, alors que au tout début, on est plutôt aux alentours de 80 à 90%. S'il n'y a pas eu de réponse initiale, c'est-à-dire que si on réintroduit alors qu'on est réfractaire, le taux diminue à 35%. Et si, par exemple, on a une tumeur qui est de type T1 3 mois après l'induction par BCG, eh bien, on a 80% de progression. Et dans ces cas-là, eh bien, on a le plus souvent une forme qui infiltre les ganglions, donc de mauvais pronostic, avec une survie à 5 ans qui est de 35%, c'est-à-dire très mauvaise. Donc il ne faut surtout pas attendre la progression pour évoluer vers la cystectomie, c'est un message important. Parfait. Juste un point sur les schémas, tu l'as souligné, on doit s'adapter. Tu as montré la supériorité du traitement d'entretien dans les formes à haut risque parce qu'on a bien stratifié. La durée de ce traitement d'entretien, en fait, théoriquement, on va jusqu'à 3 ans. Quelle est la proportion finalement des malades qui vont au bout de ce traitement d'entretien quand on est sur une durée théorique de 3 ans? C'est moins de 20%, c'est de l'ordre de 10 à 15% à peu près. Donc en fait le message fort c'est que l'entretien c'est au moins 1 an, ça c'est sûr, idéalement 3 ans sur le papier, mais c'est au moins 1 an et c'est là qu'on est dans la solidité, j'allais dire, des résultats quand on compare par rapport, tu as utilisé un comparateur qui était la chimiothérapie, et le schéma de 3 ans est un schéma très théorique en fait. Non. Bon, il y a des études maintenant randomisées qui comparent 1 an versus 3 ans, qui montrent que 3 ans fait mieux que 1 an. Donc je crois c'est cohérent finalement de réintroduire du BCG régulièrement, qui va avoir un effet sur des éventuelles micro-récidives qui ne sont pas encore visibles. Parce que le BCG, c'est aussi un message très important à passer. Ça ne marche pas s'il y a de la tumeur en place. Oui. Donc, l'importance de la re-résection pour avoir vraiment plus de cancer visible. Alors, il reste souvent du microscopique, mais là, le BCG peut être efficace. Donc, cette pratique de l'entretien, c'est quelque part pour enlever ces petites micro-récidives qui pourraient être présentes. Donc, je crois que tant qu'il est bien toléré, tant qu'on arrive à bien le faire tolérer, il faut essayer d'aller jusqu'à 3 ans. C'est du bon sens. Je voulais juste aborder quelques cas particuliers. On a parlé de l'immunosuppression. Globalement, le BCG, dans des cas de patients transplantés, de chimiothérapie pour autre cancer ou encore sous corticothérapie, donne de très bonnes réponses. En théorie, on pouvait se dire que ça devrait moins bien marcher. En fait, non, ce n'est pas le cas, sauf peut-être pour les transplantations rénales où il faut être plus prudent. Et ça ne donne pas de sepsis, c'est-à-dire pas de surrisque d'infection généralisée à BCG. Le deuxième aspect, le BCG, c'est une mycobactérie. Les antibiotiques qui permettent de traiter la tuberculose, pour leur grande partie, sont efficaces. Et également l'ofloxacine. Donc ça, c'est important de savoir que les antibiotiques, en général, sont quand même plutôt à éviter quand on a du traitement par BCG, car il y a un risque de diminution de l'efficacité, surtout si c'est de l'ofloxacine. Pour réduire les effets secondaires, donc on a vu l'importance de l'entretien. Le cœur de la réussite de ce traitement, c'est la prévention des effets secondaires. Donc respecter les contre-indications impératives, s'adapter aux contre-indications relatives. Il y a une possibilité pour réduire les symptômes dans les suites des instillations, c'est d'associer de l'ofloxacine 8 heures puis 18 heures après l'instillation. Et cela permet de réduire les symptômes à type de cystite. Donc ça améliore la tolérance et donc ça permet à certains patients de pouvoir garder du BCG plus longtemps. Il y a globalement cette indication seulement pour l'ofloxacine, pas pour les autres antituberculeux. Ensuite, dans les petits moyens, mais qui peuvent être efficaces pour améliorer la tolérance, on va retenir en résumé qu'on peut moduler la dose, donc diminuer la dose, on peut diminuer la durée d'exposition, c'est-à-dire demander aux patients de ne pas garder le produit 2 heures, mais plutôt 1 heure et demie, voire 1 heure, mais pas en dessous. Et on peut également
il ne faut pas également hésiter à espacer les doses, c'est-à-dire que lorsqu'au bout d'une semaine, il y a toujours des symptômes, il ne faut surtout pas réinstiller, il faut éventuellement rajouter des mesures, et là, le docteur Neusier va vous en parler, et ne pas hésiter à espacer, laisser souffler le patient, laisser souffler la vessie, pour qu'au total, on puisse avancer le plus longtemps possible. Alors en conclusion, ce BCG intravésical, il est indiqué dans quasiment toutes les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, à savoir les risques intermédiaires et élevés. Il prévient la récidive et la progression, et il faut mettre un traitement d'entretien, c'est très important. Et enfin, la dose, la fréquence, eh bien, il faut les adapter à la tolérance. Et c'est très important donc d'avoir un interrogatoire avant chaque instillation pour optimiser ce traitement. Merci Stéphane. Je crois que le point important, c'est effectivement la qualité de la résection faite par l'urologue, parce que si on laisse de la tumeur derrière soi, c'est un problème. Et puis surtout aussi dire que le BCG, c'est le cœur du traitement, c'est ce qui est le plus prescrit, et c'est surtout le seul qui est efficace quand on a du carcinome in situ. Et dans la stratification que tu nous as fait, eh ben, à partir du moment où il y a du carcinome in situ, on est dans les hauts risques. Même on a identifié, vous le verrez dans les recommandations à venir, du très haut risque. Et donc c'est très important d'avoir cette notion de stratification. Au long du chemin, on retrouve donc des effets secondaires. Il faut pouvoir les surmonter, et c'est la raison pour laquelle on demande à Yann Neusier de nous expliquer comment faire de façon très pratico-pratique. Et puis, on verra que certains de ces effets secondaires viennent parfois de la gestion infortunée de l'acte en lui-même. Et c'est pour ça qu'on verra avec Yann et Emmanuel comment réaliser au mieux cet acte. Donc Yann, merci. Nous t'écoutons. Merci Morgane. Effectivement, c'est une problématique importante parce qu'on l'a vu, hein, l'entretien, la bonne tenue du traitement est primordiale pour garantir une efficacité de la BCG-thérapie. Alors, je ne reviens pas sur ce qu'a très bien expliqué Stéphane, c'est-à-dire le mécanisme d'action, mais il est néanmoins important de garder en mémoire qu'on fait de l'immunothérapie lorsque l'on fait de la BCG-thérapie, puisqu'on va utiliser le système immunitaire pour prévenir une récidive de la tumeur de vessie en instaurant une veille immune plus efficace au sein de la paroi vésicale. Ce qui est important, c'est de mettre en relation ce mécanisme d'action pour pouvoir expliquer les effets secondaires auxquels on va être exposé. Car les effets secondaires, les effets indésirables dans le BCG-thérapie ont trois principaux axes explicatifs. D'une part, infectieux. On utilise une mycobactérie vivante atténuée mais vivante qui peut donner donc du coup des phénomènes infectieux. Immunoallergique parce que cette bactérie peut provoquer un réveil de réactions immunitaires. Et enfin, auto-immun, parce qu'il peut y avoir des réactions immunes croisées entre les antigènes du BCG et des antigènes du SOA, notamment au niveau articulaire. Et vous voyez qu'on peut ainsi classer les différents effets secondaires auxquels on est fréquemment exposé lorsque l'on fait de la BCG-thérapie. Parmi les infectieux, ça va de la cystite, au pire à la BCGite, la dissémination sanguine de la bactérie. Au niveau immunoallergique, ce sont des signes essentiellement respiratoires et cutanés avec des œdèmes jusqu'au choc anaphylactique et aux nécroses cutanées. Et au niveau auto-immun, ces arthrites, ces uvéites que l'on peut voir dans certains cas de réactions croisées entre le BCG et des antigènes du SOA. En face de ça, que peut-on utiliser pour traiter les patients ? Eh bien, d'une part, et toujours, un traitement symptomatique. Un traitement symptomatique qui ne diffère pas de celui des symptômes auxquels on est habitué en urologie avec la prise en charge de la pollakiurie, de la douleur vésicale, donc des antalgiques, des antispasmodiques, des antipyrétiques. Un traitement, par contre, spécifique, anti-infectieux avec des anti-BCG, et là, au premier ordre duquel les fluoroquinolones, car comme l'a dit Stéphane Larrey, les fluoroquinolones sont efficaces, à l'inverse d'autres antibiotiques comme les bêta-lactamines ou le Bactrim, qui par exemple sont nativement résistants, le BCG est nativement résistant. Et puis bien sûr, en seconde intention, les antituberculeux. Et savoir utiliser le traitement immunosuppresseur pour diminuer cet emballement du système immunitaire provoqué par le BCG avec les AINS et les glucocorticoïdes. Et puis des adaptations de la BCG-thérapie avec, comme tu le disais Stéphane, des réductions de dose, des réductions de la durée d'exposition et effectivement ne pas avoir d'hésitation quant à une contre-indication définitive lorsque l'effet secondaire est trop sévère et met en péril la santé du patient en cas de répétition de l'exposition au BCG. Alors si vous le voulez bien, on va voir un par un les principaux effets secondaires sans faire un catalogue, mais en s'intéressant surtout à ceux qui nous concernent le plus parce qu'ils sont le plus problématique en pratique quotidienne. D'une part, celui qu'on redoute le plus, la fièvre, le syndrome grippal qui peut aller jusqu'au sepsis. Et là, il faut connaître les limites que l'on peut tolérer dans le temps vis-à-vis des symptômes présentés par le patient. 39,5 pendant les 12 premières heures, 38,5 pendant les 48 premières heures. Au-delà, il faut commencer à discuter de l'hospitalisation, notamment si le patient présente des signes importants d'infection avec un retentissement hémodynamique.
Et au-delà de 48 heures avec de la fièvre, l'hospitalisation devient vraiment quelque chose à prendre en compte. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir avoir en obsession la recherche d'une réaction systémique au BCG à travers la recherche d'une hépatite granulomateuse, de pneumopathie, bien évidemment du sepsis, voire même de signes de CVD dans les cas les plus sévères. Et donc on va réaliser des examens complémentaires orientés pour cela, avec toujours l'examen cytobactériologique des urines, qui est vraiment la base, des hémocultures, et dans une vision pré-thérapeutique et de retentissement, les transaminases, la numération formule sanguine et une imagerie pulmonaire. La radiographie pulmonaire est suffisante pour rechercher des signes de miliaire tuberculeuse. L'hospitalisation, encore une fois, va être nécessaire parce qu'il va y falloir mettre en place un traitement qui va consister non seulement en des manœuvres symptomatiques qui peuvent justifier les unités de soins intensives, mais aussi d'un traitement antituberculeux avec une trithérapie par isoniazide, rifampicine et éthambutol, associée à une corticothérapie intraveineuse à 0,5 à 1 mg/kg de corticoïdes et donc la nécessité d'une surveillance hospitalière. Et dans ces cas-là, dans ces situations de syndrome grippal grave qui dépassent les limites que l'on s'est fixées dans la zone rouge, il y a une contre-indication à la reprise du BCG et donc un arrêt définitif de ce type de traitement. Deuxième type de symptômes qui nous gênent au quotidien parce que très fréquent, près de 80% des patients qui en rapportent, c'est les cystites. Alors les cystites, pour en évaluer la gravité, il faut se fixer des seuils, ils sont forcément arbitraires. Pour ce qui est de la pollakiurie, qu'elle soit nocturne, ou au-delà de 5 par nuit, on va parler vraiment de pollakiurie nocturne très sévère, au-delà de 20 par jour également. Et ça, dans les premières heures qui suivent l'instillation. Et puis, dans les 48 heures, on pourra tolérer jusqu'à 2 par nuit et 6 par jour. Plus pragmatique, le fait d'avoir besoin de transfuser ou de faire un geste chirurgical pour traiter une hématurie ou d'avoir besoin d'antalgiques intraveineux pour traiter les douleurs font qu'on est dans les critères de gravité. Ces critères de gravité, donc leur présence dans les 48 premières heures ou leur persistance au-delà de 48 heures, doivent faire réaliser un examen cytobactériologique des urines pour rechercher une autre cause que la BCG-thérapie, bien évidemment simplement une infection urinaire concomitante, et mettre en place des mesures thérapeutiques, toujours symptomatiques, antispasmodiques, antalgiques, anticholinergiques, puis dans un second temps, en cas de persistance, des anti-inflammatoires non stéroïdiens d'abord, avec une antibiothérapie qui reposera sur l'ofloxacine avec les fluoroquinolones, non plus à la dose préventive de 200 mg, mais à dose curative de 200 mg 2 fois par jour, puis l'ofloxacine si elle n'a pas été introduite, ou le traitement antituberculeux par isoniazide et rifampicine associé aux corticoïdes en cas de persistance au-delà de 7 jours. Et au-delà de 7 jours de traitement nécessaire, il faudra bien évidemment ne pas faire de BCG-thérapie et ce sera une contre-indication définitive. En revanche, si les symptômes s'amendent avant le 7e jour, pas hésiter à décaler pour laisser le patient récupérer de la cystite importante qu'il a pu faire pour adapter le traitement et permettre au final de le mener à bien, mais pas de contre-indication définitive. Problème peut-être le plus délicat d'un point de vue clinique, celui des prostatites, parce que le diagnostic va être évoqué devant de la fièvre, des troubles urinaires qui peuvent être simplement liés à l'instillation. Et le diagnostic de prostatite vraiment lié à la BCG-thérapie va reposer sur la présence de granulomes épithélioïdes gigantocellulaires dans le tissu prostatique, que bien évidemment on ne va pas les rechercher systématiquement. C'est donc clairement le clinicien et donc l'intérêt d'un examen par un urologue qui va guider le diagnostic. Et il est important ce diagnostic parce que lorsque l'on pose le diagnostic de prostatite lié au BCG, il y a une indication de traitement corticoïde, d'un traitement antituberculeux et d'un arrêt de la BCG-thérapie, car il s'agit, vous voyez, du fait de granulomes épithélioïdes gigantocellulaires, d'une réaction inflammatoire qui va être réactivée à chaque stimulation par du BCG. Donc le diagnostic de prostatite, s'il peut paraître simple, nécessite vraiment l'avis de l'urologue. Problématique également extrêmement fréquente, jusqu'à 90% des cas dans les études sur le BCG, l'hématurie. Alors là, ce qu'il faut avant toute chose, c'est vérifier son retentissement, avec de façon très simple, dont les urologues ont l'habitude, l'anémie, l'absence de caillotage intravésical, augmenter la diurèse, toujours avec un apport hydrique augmenté, et reporter la prochaine instillation à la disparition de l'hématurie. Il s'est donc rapporté que la fréquence de la nécessité d'un sondage ou de transfusion reste relativement faible, 1% dans les études de cohortes de patients traités par BCG-thérapie. Problématique suivante, les orchiépididimites. Alors là,
Là, il y a une dichotomie à observer en fonction du délai de la survenue de la complication. Si l'orchiépididymite survient dans les 48 premières heures, il y a forte probabilité pour que ce soit le sondage qui ait amené la bactérie dans les voies urinaires et donc que ce soit des bacilles à gram négatifs responsables de l'infection et donc le traitement reposera sur les fluoroquinolones. En revanche, si il y a une persistance ou une apparition au-delà de 48 heures après l'instillation, il faut redouter que ce soit bien le BCG qui soit responsable de l'orchiépididymite. Dans ces cas-là, ce n'est pas simplement le traitement antibiotique, mais une corticothérapie qui doit être associée pour traiter le patient et un arrêt définitif là, également de la BCG-thérapie. Donc, important de bien préciser l'origine de l'orchiépididymite. Enfin, les arthralgies et les rages cutanées. Alors, il s'agit d'infections, comme on l'a vu, croisées, immunes, favorisées par le fond génétique des patients. Et on sait que le HLA-B27 est un facteur de risque de survenue de ces réactions croisées. Comme il s'agit d'un problème, j'ai envie de dire, somatique, il y a une indication à arrêter le BCG-thérapie. Et le traitement sera symptomatique avec non seulement les INS, mais là, en plus, les antihistaminiques. Et si la durée des symptômes articulaires, cutanés, ophtalmologiques persiste au-delà de 7 jours, il faudra là aussi instaurer un traitement corticoïde et antituberculeux. En conclusion, sur la gestion de ces effets secondaires, on voit qu'on peut prévenir principalement ces effets secondaires modérés et sévères par la prescription de floxacine, comme l'a rappelé Stéphane, 6 heures et 18 heures après l'instillation. Qu'il est essentiel, et c'est tout l'intérêt de la présence d'Emmanuel sur ce plateau, de faire correctement l'instillation et les bonnes pratiques doivent être observées rigoureusement. Et puis l'information du patient de façon à ce qu'il puisse reconnaître les symptômes d'alarme, consulter au bon moment la bonne personne et savoir rapporter correctement les complications de ces instillations. Merci Yann, je crois que c'est très important de souligner que finalement au moment où dans le cancer de la vessie on parle beaucoup d'immunothérapie aujourd'hui systémique, depuis des années les urologues et ceux qui travaillent dans le cancer de la vessie font l'immunothérapie intravésicale et il faut à partir du moment où on gère ces traitements savoir gérer les effets secondaires. Ils sont nombreux, il ne faut pas les craindre, c'est plutôt dans la plupart des cas des effets attendus et donc il faut être préparé parce que si on a une bonne stratégie et une bonne élaboration de la stratégie au sein de l'équipe, c'est pas finalement une problématique majeure, c'est quelque chose d'assez simple. Et il n'y a que quelques cas qui sont des épiphénomènes, qui sont des cas très compliqués, où là, parfois, on peut solliciter les infectiologues et les pneumologues. Mais grosso modo, et c'est le message pour la communauté des urologues, n'ayez pas de crainte vis-à-vis du BCG, ça reste quand même le traitement, le pilier du traitement, et surtout, la gestion des effets secondaires qui sont, dans la majorité des cas, des effets localisés, est tout à fait jouable dans une pratique organisée quotidienne. C'est la raison pour laquelle on va cesser sur ce plateau et on va maintenant passer avec Emmanuel sur l'atelier pratique à proprement parler en présence du mannequin pour nous faire une petite démonstration technique et puis je vous retrouverai sur le plateau pour la conclusion. Chers collègues, cette session est dédiée à la pratique. Nous avons parlé des indications théoriques, de la gestion des effets secondaires. Maintenant, comment faire en pratique pour réaliser ces instillations. Et il est de bon ton de revisiter tout le protocole. C'est la raison pour laquelle Emmanuel et Yann vont nous montrer étape par étape les choses à réaliser dans de bonnes conditions. Évidemment, vous l'aurez vu, nous sommes avec un mannequin, nous ne sommes pas dans les conditions réelles, mais nous tentons de nous en rapprocher pour se poser les petites questions qu'on se pose au quotidien quand on est tout seul confronté à ça. Et aujourd'hui, on est tous ensemble pour le faire. Donc Yann, nous t'écoutons. On va procéder avec Emmanuel à une installation. Nous t'écoutons. Exactement. Et donc, se posent les questions que se posent en pratique, les 3 temps de toute intervention chirurgicale, car c'est un geste chirurgical comme un autre, avec le pré, le pendant et l'après. Et donc, les questions que nous allons aborder ensemble avec Emmanuel, que vérifier au moment de la préparation de l'instillation, comment bien faire l'instillation et puis quelles consignes donner au patient lorsqu'il repart après que tu aies fait l'instillation. On va commencer par la préparation qui soulève plusieurs questions. D'une part, est-ce que tu as le droit de faire cette installation? Est-ce que c'est une tâche qu'on peut vraiment te déléguer? Est-ce que l'urologue doit être présent dans la pièce ou pas? Est-ce qu'il y a dû, pour toi, est-ce que tu as dû recevoir une formation particulière pour pouvoir faire ces instillations? Et à quoi tu as dû être formé. Et puis, au niveau des risques professionnels, quelle protection? On voit que tu t'es paru de tes plus beaux atours. Est-ce qu'il y a besoin de porter des protections particulières pour pouvoir faire ces instillations? Oui, donc effectivement, l'instillation est une tâche déléguée par le chirurgien à l'infirmière. Donc, il n'a pas besoin d'être présent sur place pour que l'infirmière puisse réaliser l'instillation en elle-même.
Ensuite, pour la formation de l'infirmière, il faut qu'elle ait reçu les indications et les effets secondaires du BCG, qu'elle connaisse l'anatomie du bas appareil urinaire, et ensuite qu'elle connaisse la technique du sondage vésical intermittent. D'accord. Et pour les risques professionnels, alors, est-ce que si par exemple tu penses être enceinte, est-ce que tu dois le signaler à ta chef d'équipe? A priori, il n'y a pas de danger particulier, il n'y a pas de une civilité particulière du BCG, il ne s'agit pas de la chimiothérapie. Je pense que c'est quelque chose d'important à bien souligner, effectivement. C'est différent de la chimiothérapie. Alors maintenant, le patient est bien arrivé, il est sur la table. Quelles contre-indications recherches-tu à l'interrogatoire avant de pratiquer l'instillation pour être sûr que tu peux la réaliser sans danger? Donc, je demande au patient s'il a une hématurie macroscopique constatée, si c'est pas sa première instillation, si le sondage précédent n'a pas été traumatique. Ensuite, si lui, il a des symptômes d'infection urinaire et de la fièvre. Et ensuite, comment il a pu tolérer, si c'est pas la première instillation, les précédentes instillations dans les jours qui ont suivi. D'accord, donc là, la recherche systématique de la tolérance de l'instillation précédente. Tout à fait. C'est très important. Soit il y a la première instillation, effectivement, on va expliquer les choses, soit parfois, souvent, les patients ont un carnet, ce qui permet d'aider l'infirmière à se repérer dans la chronologie des instillations, parce que si c'est des instillations qui se suivent successives hebdomadaires, on va dire le patient a bien en tête les choses, mais parfois on reprend un traitement qui a été interrompu quelques mois, et donc les questions vont sembler plus pertinentes encore quand ce sont des instillations successives, parce que les effets de l'instillation précédente peuvent être mis davantage en exergue. Le point suivant. Le vif du sujet, l'instillation. Donc, comment prépare-t-on le BCG? Est-ce qu'il faut un espace dédié, une hotte? Est-ce qu'il y a des principes particuliers d'asepsie à respecter? Est-ce que tu peux nous expliquer comment on prépare le produit d'instillation, combien de temps on peut le conserver? Et puis, on verra ensemble comment exactement on réalise le geste. Comment on prépare le BCG? Explique-nous. Donc le BCG doit être préparé, le produit à instiller doit être préparé dans un endroit dédié, à l'écart vraiment de la préparation de la chimiothérapie. Ensuite, pour préparer le produit en lui-même, on casse le vide, je mets le liquide dans le flacon, je secoue pour bien dissoudre la poudre de BCG. Là, ensuite, ça reconstitue exactement le produit. Ensuite, je laisse redescendre dans la poche et c'est de ça dont je vais me servir pour réaliser l'instillation jusque dans la vessie. Okay. Donc la reconstitution très précisément prend à peu près combien de temps? Parce que là on n'est pas dans les conditions réelles, ça te prend quelques minutes, ou moins de 5 minutes. Hein, oui, donc c'est quand même relativement simple à préparer. En pratique quotidienne. Ça ne demande pas une grosse préparation d'amont. Hein. Non. Et une fois reconstitué, le produit doit être immédiatement instillé. Ça, c'est un point très important. Hein. Ne réfrigérez pas vos produits, ne les stockez pas et ne les faites pas préparer en avance dans le but de faire les instillations l'après-midi si vous êtes le matin. Ok, très bien. Très bien. Et donc maintenant, je fais la potence. Tu vas donc sonder le patient. Quelle sonde conseilles-tu d'utiliser pour faire l'instillation? Quel type de sonde utilises-tu? Alors il faut utiliser une sonde hydrophile de la plus petite charrière possible pour éviter de faire un sondage traumatique et de léser l'urètre du patient. Ok. On va utiliser le matériel. Donc là, on voit que c'est un système Luerloc. Est-ce que tu peux nous expliquer les avantages de ce système par rapport aux cônes qu'on peut voir habituellement aussi sur les adaptations de sondes aux poches? Là, c'est un système de pas de vis, ce qui fait que ça forme un système clos. Il y a une très bonne congruence entre les éléments et donc on évite les fuites. Exactement, les fuites et les projections. C'est satisfaisant, oui. Alors, sachant que pendant qu'Emmanuelle procède, elle porte évidemment une bavette le jour où elle fait l'instillation, qu'on n'a pas mis là, parce qu'on profite de son discours. Et dans les conditions réelles, on rajoutera la bavette pour la réalisation. Donc, je t'en prie, le sondage, que tous les urologues connaissent bien. Voilà. Donc, j'introduis la sonde dans l'urètre du patient, tout doucement, pour éviter de léser l'urètre. Je demande au patient si tout va bien, s'il ne ressent pas de douleur particulière.
Et juste un point, Emmanuel, est-ce que tu as fait une installation d'un gel anesthésiant avant ou ces sondes hydrophiles suffisent à elles-mêmes? Non, j'ai pas fait de gel avant, D'accord. les sondes hydrophiles suffisent. C'est important pour la diffusion du BCG derrière, donc sauf des points comme ça techniques. Ok, merci. Donc là, disons qu'on est à la garde, parce qu'on est avec ce mannequin. Et donc ensuite. Donc ensuite, je suis arrivée dans la vessie. Est-ce que je peux appuyer sur la poche pour accélérer le passage du produit ou Non, il faut laisser le produit passer jusque dans la vessie. Par gravitation. Par gravitation. D'accord. D'accord. Exactement. Ok. Donc on attend, théoriquement. Et une fois que le produit s'est écoulé dans la vessie, le retrait de la sonde. Tout doucement, de la même façon, pour éviter de léser l'urètre. Parfait. Et voilà. Ok. Et le matériel est mis dans des poubelles noires, jaunes. Est-ce que c'est une précaution particulière pour le matériel utilisé? Je le jette dans les poubelles jaunes. D'accord. Très bien, je le fais à l'instant. Voilà, donc les suites immédiates. Les suites immédiates, combien de temps est-ce que monsieur va devoir rester dans cette position? Est-ce qu'il peut se relever? Est-ce qu'il doit observer des changements réguliers de sa position pour imprégner, comme on l'a longtemps pensé, toutes les surfaces de la vessie? Et puis, comment devra-t-il uriner une fois qu'il aura ton autorisation? Donc le patient doit conserver le produit 1 à 2 heures dans la vessie, donc il ne doit pas du tout aller uriner entre 1 heure et 2 heures. Après, pour ce qui est des recommandations de tourner, il n'y a pas c'est pas une recommandation spécifique. Les études n'ont pas montré. Oui, c'est un point. Alors ça, Emmanuel, je t'interromps parce que c'est un point que les urologues les plus anciens nous recommandaient. Il n'y a pas de gros rationnel scientifique derrière ça. Parce qu'il n'y a aucun argument pour penser que le temps de contact avec la paroi de la vessie soit supérieur. Simplement, on peut dire que ça occupe les malades et parfois ça peut leur donner dans le temps qui est imparti. Parce que le paradoxe, c'est que quand on leur dit de ne pas uriner pendant 2 heures, c'est justement le moment où ils ont le plus envie de le faire, quand on vous dit de ne pas faire quelque chose. Donc voilà, parfois ça les occupe, donc on les retourne. Mais est-ce qu'ils peuvent s'asseoir? Est-ce qu'ils peuvent lire pendant oui, tout à fait. Très bien. Oui. Parce qu'on a souvent la notion que les gens doivent rester allongés. Donc le patient peut venir avec son livre, son journal, son Kindle, et il peut lire un peu. D'accord, donc ça c'est bien et ça fait passer le temps. Et ensuite, pour uriner, des précautions particulières? Oui, il est recommandé qu'au bout des 2 heures, le patient urine assis. Un homme comme femme, ils doivent uriner assis. Pourquoi? Pour éviter les projections de produits. D'accord, et puis même éventuellement des malaises qui peuvent survenir en cas de douleur. Tout à fait. Éviter qu'ils chutent. Oui, il faut bien dire qu'on a pris un mannequin homme aujourd'hui parce que ce sont les plus délicats à sonder compte tenu de l'anatomie, mais évidemment les femmes sont sujettes comme les hommes aux tumeurs de vessie et donc les consignes sont appropriées pour les hommes comme pour les femmes. Et avant qu'il ne reparte, alors, est-ce que tu lui donnes des signes cliniques qui doivent s'alarmer? Quel numéro lui donnes-tu pour qu'il puisse joindre quelqu'un en cas de problème? Est-ce que tu lui dis de faire le 15, le numéro du service, le numéro de son médecin généraliste? Et puis, est-ce que, grande question, il doit mettre de la javel dans ses WC? Donc, je lui donne les signes qu'il doit impérativement repérer, qui peuvent se survenir après l'instillation. Donc, l'hématurie macroscopique, si elle dure plus de 2 jours. Ensuite, s'il a des symptômes d'infection urinaire et de fièvre, là, il faut qu'il s'inquiète. Et en cas de problème, je ne lui dis pas d'appeler le 15, non, je lui donne les coordonnées du service d'urologie dans lequel il est traité. Et après, pour ce qui est de la javel, non, c'est pas une recommandation, il n'y a pas besoin de mettre de la javel dans les toilettes après ces mictions. Une chose importante à dire, parce que la javel a pour but de neutraliser la chimiothérapie, mais n'a pas d'intérêt pour le BCG, effectivement. Et effectivement aussi, l'urologue qui fait les instillations reste le chef d'orchestre. Il peut déléguer éventuellement après, en fonction de son réseau de soins, aux médecins traitants, à d'autres médecins de son hôpital, aux urgentistes, que sais-je. Mais c'est lui qui reste le référent et donc important que ce soit son numéro qui soit à disposition du patient. Ok, je crois que c'est un point important parce que si on est dans la bonne collaboration avec le personnel infirmier, il faut qu'ils aient un référent dans l'équipe au moins, à savoir à qui s'adresser, parce que quand il y a un souci, on doit pouvoir être joint rapidement. Et c'est un peu de la même nature que des genres de collaboration qu'on peut connaître entre les obstétriciens et les sages-femmes. Et bien là, c'est l'infirmière et l'urologue qui entourent le patient. C'est un geste de pratique dont on ne doit pas avoir peur, mais dont on doit bien connaître les éléments. Merci pour toutes ces précisions. Il faut remercier la société Laerdal Médical qui nous a prêté le mannequin aujourd'hui parce que ni Yann ni moi n'avons souhaité être sondés en direct et donc c'est la raison pour laquelle on tenait à les remercier pour la fin de cet atelier et merci Emmanuel de nous avoir montré tous les points de détail techniques pour la réalisation de ces installations.
Il me reste à conclure pour remercier les intervenants sur le plateau, Yann Neusillet, Emmanuel Blanc, Stéphane Larrey, bien sûr Arnaud Méjean qui va délivrer ses take-home messages, le laboratoire MEDAC pour son soutien institutionnel, sans qui nous n'aurions pas pu réaliser ce programme. Et à très bientôt pour une nouvelle communication du CCAFU. Bonjour et bienvenue pour ce premier module de ce nouveau programme CCAFU Atelier Pratique, consacré aujourd'hui au BCG et à la thérapie intravésicale. Morgane Roupret, Emmanuel Blanc, Stéphane Larrey et Yann Neusillet ont choisi de faire le point sur les indications, schémas d'instillation et contre-indications du BCG, la gestion des effets secondaires et aspects techniques, et la bonne pratique des instillations. Pour ce premier atelier pratique, je vous encourage à diffuser très largement cette vidéo, notamment auprès de vos infirmières de consultation, qui verront de façon très pratique comment faire une instillation de BCG. Le BCG se fixe sur l'urothélium. Il agit par recrutement de cellules immunitaires du type CD4, par recrutement de cellules effectrices, type CD8 et macrophages, et par une action cytotoxique immunoallergique locale. C'est en fait une vraie immunothérapie. La réponse immunitaire dure de 3 à 6 mois. Le BCG diminue le risque de progression de 30% par rapport à la résection seule. Qu'il s'agisse du traitement d'induction ou d'entretien, le BCG diminue le risque de progression et de récidive par rapport à la mitomycine C. Les indications du BCG sont les tévénimes de risque intermédiaire sur un schéma de 1 an et de haut risque sur un schéma de 3 ans. Les contre-indications formelles sont les hématuries macroscopiques, les gestes urinaires invasifs récents, 2 à 3 semaines précédant l'instillation, les infections de l'appareil urinaire, les cystites radiques symptomatiques, mais pas nécessairement des irradiations, quand elles ne sont pas symptomatiques, et les antécédents de réactions systématiques sévères symptomatiques. Le schéma d'administration se fait classiquement selon le protocole de l'AM, à savoir 6 instillations hebdomadaires, puis 3 instillations à 3 mois, puis tous les 6 mois, pendant 1 an ou 3 ans, selon le niveau de risque des tévénimes. Il faut se rappeler que le traitement d'entretien est absolument indispensable, car lui seul a fait la preuve de son efficacité. On doit distinguer, dans les échecs au BCG, les tumeurs réfractaires, qui apparaissent pendant le traitement d'induction ou d'entretien, et les tumeurs récidivantes, qui apparaissent après le traitement. Le traitement sera alors surtout la cystectomie, soit éventuellement une nouvelle cure de BCG, mais à réserver à des cas très particuliers. Attention à ne pas attendre la progression. En cas de mauvaise tolérance, on peut adapter la dose, la durée d'exposition ou la fréquence, ou associer un traitement par ofloxacine, 200 mg, 6 heures et 18 heures après l'instillation. Une hospitalisation est requise, soit en cas de fièvre supérieure à 39,5 au-delà de la 12e heure, suivant l'instillation, soit en cas de fièvre supérieure à 38, au-delà de la 48e heure, suivant l'instillation. Elle doit permettre de rechercher une réaction systémique au BCG, hépatite, pneumopathie, sepsis, et après un bilan diagnostique, un traitement antituberculeux doit être initié, associé à une corticothérapie, ce qui bien sûr contre-indique la poursuite du BCG. La gestion des infections de l'appareil urinaire, cystite, prostatite ou orchiépididymite, doit être faite en fonction de l'analyse des signes de gravité, pollacurie, fièvre, hématurie ou douleur, et traitée soit par des antalgiques, antispasmodiques et anticholinergiques pour les formes mineures, soit par des fluoroquinolones associés à des AINS pour les formes intermédiaires, soit par un traitement antituberculeux associé à une corticothérapie pour les formes graves, qui marque également une contre-indication à la poursuite du BCG. Alors, quelles sont les règles de bonne pratique à respecter pour les instillations ? Et Emmanuel Blanc nous l'a particulièrement bien montré, ce qui sera vraiment très utile à montrer à vos infirmières. Il s'agit d'une tâche déléguée par l'urologue à l'IDE. Le port de gants, casaques, masques et lunettes est recommandé. Avant l'instillation, il faut vérifier l'absence d'hématurie macroscopique, de sondage traumatique ou d'antécédents de sondage traumatique, de symptômes d'infection de l'appareil urinaire, de fièvre et de mauvaise tolérance lors des instillations précédentes.
Les instillations doivent être faites dans un endroit dédié. Le BCG peut être stocké maximum 2 ans au réfrigérateur, à l'abri des lumières, et utilisé immédiatement après restitution, si possible avec un système clos. Le sondage doit être intermittent et atraumatique, fait avec une sonde hydrophile de petite charrière. Le patient doit idéalement garder le produit 1 à 2 heures. Il n'est pas utile d'avoir de position spécifique ou de modifier la position. En revanche, il doit uriner assis pour éviter les projections, sans conditions particulières et notamment pas d'utilisation nécessaire de javel dans les toilettes. Il doit préalablement être informé par son urologue, mais éventuellement et même nécessairement répété par l'infirmière qui va pratiquer l'instillation, des risques, complications et effets indésirables. Il doit reconsulter en urgence en cas d'hématurie macroscopique supérieure à 2 jours, de symptômes d'infection urinaire ou de fièvre. Voilà pour ce premier module du CCAFU Atelier Pratique consacré au BCG et à la thérapie intravésicale. J'espère que vous en aurez apprécié le contenu. Encore une fois, merci au CCAFU Vécy et à Morgane Roupret. Merci de votre attention. Au revoir. À bientôt.